Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de PyHour consacré aujourd'hui à la datation absolue et relative. En effet, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les paléontologues faisaient pour estimer exactement l'âge des fossiles qu'ils découvraient. Il est toujours impressionnant d'observer la précision de certaines dates, surtout sur des objets aussi anciens. On s'attendrait presque à ce que le paléontologue nous dise que le bestiau a bouffé à midi. Et il est tout aussi raisonnable de se demander si ces datations sont aussi exactes qu'elles le laissent à penser. La difficulté d'une datation est surtout générée par la variabilité du taux de sédimentation au cours du temps. Donc là, 23 personnes viennent de se barrer de la vidéo. En d'autres termes plus simples, les sédiments qui vont se déposer au fond des milieux qui vont permettre la fossilisation et la formation de roches ne sédimentent pas tous à la même vitesse, quel que soit le lieu ou l'époque. De plus, certaines périodes de temps peuvent être absentes, soit à cause d'une période d'émersion des terres, ou tout simplement à cause de l'érosion qui va détruire une partie de la formation géologique. Si le taux de sédimentation était constant, partout et à toute époque, il suffirait de prendre une échelle, une valeur étalon, par exemple 1 cm pour 10 000 ans, on mesurait l'épaisseur de terre entre la surface et le fossile, et basta, on aurait notre datation. Mais ça serait trop facile. Il existe de fait deux manières de dater un objet, soit par la méthode dite absolue, soit par la méthode dite relative. La méthode de datation absolue utilise la dégradation des éléments radioactifs. Ceux-ci se décomposent avec une période, une durée bien précise, qui est aujourd'hui bien connue. Vous avez certainement déjà entendu parler de la datation au carbone 14. Eh bien, il s'agit d'une méthode de datation absolue. Elle utilise le rapport entre la quantité de carbone 12 stable et la quantité de carbone 14 radioactif dans un élément afin d'en déterminer son âge. Le carbone 12 ne se dégrade pas avec le temps. Il va donc servir de valeur étalon par rapport au carbone 14 qui lui se dégrade au cours du temps. Au cours de sa vie, un organisme va boire, se nourrir. De fait, il va pouvoir recycler la quantité de carbone 14 à l'intérieur de son corps. Oui, quand vous respirez, quand vous mangez ou même quand vous buvez, vous absorbez des éléments radioactifs. Bon, c'est pas suffisant pour se transformer en Hulk, mais voilà. Mais une fois que l'organisme meurt, la quantité de carbone 14 commence à diminuer. Et donc le rapport entre carbone 12 et le carbone 14 change. Moins un objet contient de carbone 14, plus son âge sera élevé. La méthode de datation au carbone 14 permet de dater des objets qui ont un âge compris entre 1000 et 50 000 ans. Le couple uranium-plomb est utilisé pour des périodes allant de 100 000 à 500 000 ans. Le couple potassium-argon est utilisé, lui, pour des périodes allant de 10 000 à 1 million d'années, et etc. Vous vous demanderez peut-être pourquoi utiliser autant de couples pour différentes périodes de temps. Bon, sauf que là, les personnes ne peuvent pas poser directement la question puisque c'est une vidéo, donc à la limite, il y a la section commentaires. Mais... Eh bien, vous en doutez, il est difficile de connaître avec exactitude le nombre exact d'atomes dans un organisme ou dans un objet. Au-delà d'un certain laps de temps, les estimations faites avec certains couples peuvent devenir imprécises. Pour reprendre le cas du carbone 14, cet élément radioactif a une demi-vie de 5730 ans. Cela signifie qu'il faudra 5730 ans pour dégrader la moitié du carbone 14. Par exemple, imaginons qu'un animal meurt à l'instant. Adieu petit animal. Cet animal, s'il contient actuellement 100 atomes de carbone 12 et 100 atomes de carbone 14, eh bien dans 5730 années, ces os, s'ils se conservent, ne contiendront plus que 100 atomes de carbone 12 puisqu'ils sont stables, mais 50 atomes de carbone 14, ceux-ci s'étant dégradés en un autre élément, plus stable. Et si on avance encore de 5730 ans, donc à peu près dans 11 500 ans, ces os contiendront toujours 100 atomes de carbone 12, mais 25 atomes de carbone 14. Mais cette méthode, vous en doutez, est un peu compliquée et demande beaucoup de moyens. De plus, les niveaux datés sont généralement très précis dans la formation, puisque je le rappelle, le taux de sédimentation n'étant pas toujours le même, sur plusieurs mètres de formation, rien ne nous dit que le taux de sédimentation n'a pas changé sur ces plusieurs mètres de formation. Le taux de sédimentation est, lui, plutôt un résultat de la datation, plutôt qu'un moyen de permettre la datation. Du coup, en plus, comment faire si les niveaux géologiques ne contiennent pas les couples qui permettent la datation ? C'est là qu'on a recours à la datation relative et pour ce faire, les fossiles seront très importants et vachement utiles. Donc comme ça, s'il y en a qui disent que les fossiles ça sert à rien, et ben voilà. Plusieurs règles pour la datation relative. Tout d'abord, une formation géologique, quelle que soit son étendue, a le même âge partout. Dans une série de formations géologiques, la formation la plus basse est la plus ancienne et celle qui la recouvre est la plus haute et la plus récente. Les fossiles, disais-je, vont être un très bon moyen de marqueur stratigraphique en raison de leur temps d'existence et de leur développement au cours du temps.
Par exemple, certains groupes ou certaines espèces par le passé se sont fortement développés, mais durant un très court laps de temps. Leurs restes fossiles vont donc être d'autant plus efficaces pour dater efficacement la formation géologique. Par exemple, on pourrait utiliser les fossiles de trilobites qui sont très efficaces pour reconnaître une formation datant du Paléozoïque. De même, si vous retrouvez des restes de grands mammifères, il y a toutes les chances que vous vous trouviez au Cénozoïque. Si vous trouvez des autres primates datant du Paléozoïque, vous avez vachement intérêt à vous trouver avec énormément de preuves et de pas tomber sur une espèce de bande de trous du cul fan de paléontologie. Le plus souvent, mais pas systématiquement, les fossiles les plus petits vont permettre la meilleure datation. Généralement, ils se développent plus vite et évoluent également plus vite. L'étude des foraminifères, embranchement des protozoaires, un groupe très diversifié encore une fois, et l'étude des pollens par la palynologie vont très bien remplir ce rôle de marqueur stratigraphique, car ceux-ci, en plus d'être spécifiques à une période, peuvent être également spécifiques à un milieu ou un environnement, ce qui, en plus de fournir un âge à la roche, permet également de donner des informations générales sur l'aspect de l'environnement de l'époque. Donc des informations sur le paléo-environnement. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce qu'elle m'a demandé énormément de travail, j'ai énormément galéré pour la faire. Si c'est pas fait, évidemment, vous pouvez vous abonner. Moi je vous dis à dans 2 semaines et pour les autres, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao. Mais ça serait trop facile, et ça c'est dur à dire. Mais ça serait trop... Ah non, j'y arrive pas.